Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Une vingtaine d'audiences en moins de 5 jours aux États-Unis. Kandia Camara multiplie les rencontres à l'ONU. C'est en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Des séances de travail avec de hautes personnalités et diplomates pour booster la coopération bilatérale. La chef de la diplomatie ivoirienne a fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Depuis ce vendredi, la police nationale a lancé une patrouille de grande envergure. L'opération Épervier 7 est menée avec le soutien des autres forces de défense et de sécurité. Elle est conduite par le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, a sillonné plusieurs communes d'Abidjan pour voir le bon déroulement de cette action qui vise à sécuriser les biens et les personnes. 18 000 candidats à l'assaut des établissements publics. Ils composent pour le concours d'entrée à l'enseignement technique et la formation professionnelle. La tutelle est sur le terrain pour le lancement officiel des épreuves qui se déroulent dans 65 centres sur l'ensemble du territoire aujourd'hui et demain. Et puis au Mali, ouverture d'une table ronde autour de la prochaine commission électorale. De nombreux partis politiques réclament plutôt le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain. Mécontents, ils ont boycotté la rencontre. Abandonné par ses parents, entre difficultés pour se nourrir, dormir et étudier, le petit Amadou ne perd pas de vue son ambition, réussir. Sa persévérance finit par payer au prix de 1001 épreuves. C'est de cette vie du tout est possible, avec courage, abnégation, travail, que nous parlerons dans la page culture ce soir. Notre invité, Lamine Stéphane Kouyaté, sinon Konaté, auteur de l'œuvre intitulée La biographie du petit Amadou. Bonsoir, Lamine Stéphane Konaté. Bonsoir, M. Koulibaly. Alors, c'est une enfance difficile du petit Amadou qui finit par relever tous les défis pour s'en sortir là où tout semblait vraiment impossible. C'est exact. D'accord, on en reparle tout de suite dans une trentaine de minutes à peu près. Merci. Très bien. On démarre ce tour de l'actualité hors du pays à New York. La Côte d'Ivoire prend part à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge des travaux, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, reçoit de hautes personnalités et diplomates, une vingtaine au total, avec qui Kandia Camara parle de coopération bilatérale, mais aussi de la destination Côte d'Ivoire. Michel Digré est notre envoyé spécial. Pour sa première sortie officielle à l'ONU en tant que ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a tenu à présenter le nouveau visage de la diplomatie ivoirienne. Pour ce faire, la ministre a multiplié les séances de travail avec de hautes personnalités diplomatiques, chefs d'État et homologues présents à New York. Avec la participation et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire, le Gabon a été élu comme membre du Conseil de sécurité pour porter la voix donc, de l'Afrique. Et je venais donc m'entretenir avec Madame le ministre d'État pour être sûr que nous soyons en phase sur les priorités que nous allons mener au nom de l'Afrique. On a discuté aujourd'hui du 60e anniversaire de nos relations qui sont riches, solides, stables. Et j'ai pu annoncer personnellement à Madame la ministre la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan. Au cours de ces audiences, Kandia Camara a vanté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté les potentialités de la Côte d'Ivoire. Nous avons expliqué à tous nos interlocuteurs que nous avons un code d'investissement qui est l'un des plus favorables au monde. Et donc, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que nous comptons sur les investisseurs de leur pays afin qu'ils viennent en Côte d'Ivoire mener des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons fait savoir à nos différents interlocuteurs que la Côte d'Ivoire a décidé résolument d'aller à la transformation structurelle de son économie. Et cela à travers la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. La récente découverte de pétrole et de gaz offshore a été également au cœur des échanges. Nous avons aussi annoncé à tous nos interlocuteurs que la Côte d'Ivoire vient de faire une grande découverte de pétrole et de gaz et que leurs hommes d'affaires, leurs entreprises, leurs opérateurs économiques seront les bienvenus en Côte d'Ivoire parce que nous voulons diversifier notre économie. Nous voulons le faire, certes, avec les opérateurs économiques ivoiriens, mais que nous
appelons aussi les investisseurs étrangers à venir en Côte d'Ivoire mener des activités économiques. Autant d'arguments qui ont convaincu ses interlocuteurs sur le leadership de la Côte d'Ivoire et de son président. Tous nos interlocuteurs ont reconnu le leadership du président Alassane Ouattara, la confiance qu'il inspire. Tous nous ont parlé des efforts fournis par le président Alassane Ouattara dans le sens de la réconciliation, dans le sens du renforcement de la cohésion, mais aussi sa lutte pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre en paix et que la Côte d'Ivoire demeure un pays en sécurité. Le prochain important rendez-vous de Kandia Camara sera ce lundi, date à laquelle elle fera sa déclaration à la tribune de l'Assemblée générale et rencontrera par la suite Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. On parle de sécurité en Côte d'Ivoire. Une patrouille pour la sécurisation lancée dans la nuit de vendredi. L'opération Épervier 7 vise à sécuriser les biens et les personnes. Le directeur général de la police nationale était sur le terrain. Il vérifie le bon fonctionnement du dispositif mis en place. Abou Sanogo. Il est 20h05 ce vendredi 24 septembre. Nous sommes au centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, pour prendre part à la patrouille de grande envergure dans le cadre de l'opération Épervier 7. On fait le bilan sur la période du 17 au 24 septembre. Après le briefing, la patrouille est lancée sur l'ensemble du district d'Abidjan. Et c'est la direction de la police criminelle qui constitue la première étape. 3 présumés gangs mis hors d'état de nuire. On a agressé un monsieur pour prendre sa moto avec lui. Il passait, la moto il poussait. On était dans les fleurs. Qui n'arrive à un nouveau, on est sorti sur un couteau. On s'est battu d'abord, on a piqué 4 fois. Après la commune du Plateau, le cap est mis sur la commune d'Adjamé, précisément aux 220 logements. La police et la gendarmerie nationale sont à la tâche. D'Adjamé, la patrouille visite la commune de Yopougon, notamment Yopougon-Sable, le complexe Jesse Jackson et la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des dispositifs. À Bobo-Ndotri, autre étape. Tout se passe très bien et nous avons le retour des populations parce que les populations sont favorables à notre action. Puis Cocody, Carrefour-la-Vie. Fonctionnaires de police et gendarmes ensemble pour lutter contre le grand banditisme, l'incivisme et l'incivilité. Marcory, boulevard Valérie jusqu'à Destin, zone 4, puis le grand carrefour de Koumassi. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des hommes et des femmes au coude à coude engagés pour cette opération d'Épervier 7. Il y a eu des fumoirs cassés. À la DPC, vous avez vu le nombre de délinquants interpellés, de la drogue saisie, des armes blanches saisies et on a même saisi des tasers au cours de cette opération. 1h45, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagono Diomandé rejoint la patrouille. Il félicite l'ensemble des forces engagées pour cette opération. Les résultats que nous avons enregistrés depuis bien longtemps font aujourd'hui que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est à 1,2. C'est un résultat très bon au regard de ce que nous avions il y a quelques années, quasiment à la même époque, où on était quasiment à 4 sur une échelle de 10. Pour dire tous les efforts qui ont été faits, tout l'engagement des forces qui ont été déployés. Tous les citoyens qui vivent sur notre territoire ont besoin de vivre en paix, en sécurité. Et vous montrez par votre engagement que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Pour l'opération Épervier 7, les forces sont engagées à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et prévenir les attaques dans le pays. C'est dans cet environnement de sécurité que le concours d'accès aux établissements de l'enseignement technique et la formation professionnelle a démarré aujourd'hui. 18 000 candidats face aux épreuves dans 65 centres au total. Le lancement officiel des compositions citées à Cocody. Eugène Atoubé. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était attendu pour le lancement des épreuves au centre de composition de CBCG de Cocody. Finalement, c'est son directeur de cabinet qui le remplace. Il est 8 heures quand dans la salle A1, les candidats reçoivent le sujet de français, la première épreuve du jour. Le sujet, selon
les examinateurs est d'un abord facile. Ce sont des questions à choix multiples. D'emblée, ça facilite la tâche aux candidats parce qu'on ne leur demande pas une rédaction. Donc pour un élève de niveau moyen, ça ne devrait pas poser de problème. Depuis 7 heures ce matin pour les uns et un peu avant pour les autres, les candidats au BTS tertiaire et BT formation par alternance sont arrivés à leur centre de composition, le CBCG de Cocody, dans l'enceinte du lycée technique d'Abidjan. Il y a ceux qui sont à leur première expérience et ceux déjà dans le système. J'ai fait le BT. Maintenant, je repasse le concours par rapport à la bourse. J'espère que tout va bien se passer. J'ai le BPC. J'ai choisi l'enseignement technique parce que l'enseignement technique ouvre plusieurs opportunités et accorde une très bonne formation. Plus tard, je compte devenir ingénieur en électricité automobile. Le concours d'accès aux établissements publics de la formation professionnelle, la session 2021-2022, est organisée dans un contexte de changement de paradigme, tant dans le contenu de la formation que l'offre de qualification avec pour finalité une insertion professionnelle durable et réussie pour la jeunesse. L'enseignement technique et la formation professionnelle se présentent aujourd'hui comme l'école de la deuxième chance pour les jeunes. Il y a certains élèves qui sont en dehors du système et qui aimeraient avoir un métier. Donc ce concours-là est fait pour eux, pour qu'ils viennent embrasser le métier qu'ils souhaitent faire. Nous sommes en train d'examiner la possibilité de transformer certains CET en lycée professionnel en vue d'offrir ces possibilités à nos élèves et accroître les capacités d'accueil de nos établissements. De nombreux candidats sont arrivés largement en retard au centre de composition du CBCG de Cocody. Sur l'ensemble du territoire, ils sont 18 000 et les filles en représentent 35%. Le ministère de l'enseignement technique indique que le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec un taux de 5,13%. Une autre épreuve, cette fois en santé, vaincre la Covid-19, une pandémie qui continue de menacer la santé des populations. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 122 nouveaux cas de Covid-19, 95 guéris et malheureusement des décès aujourd'hui 4. La Côte d'Ivoire compte donc 59 778 cas confirmés, dont 57 282 personnes guéries, 593 décès et 1904 cas actifs. Au total, à ce jour, 1 943 925 doses administrées contre la Covid-19. Un autre mal, le cancer du sein. C'est l'un des plus fréquents chez les femmes. Une boule dans cet organe est le signe de cette maladie plus couramment observée. L'ONG Ecomédia passe le clair de son temps à sensibiliser les populations. La 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, c'est le 22 octobre. Evelyne Yoboué Didier Nguessan. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Les médias se mobilisent à l'initiative de l'ONG Ecomédia. Elle a pour mission d'aider les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement de façon précoce afin de prévenir la maladie. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette maladie. Nous en appelons aux femmes de Côte d'Ivoire, du monde entier, de ne pas avoir peur. Il faut se rendre à l'hôpital dès qu'on sent qu'on a un nodule qui s'est mis dans le sein, une petite boule ou une petite douleur au sein. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller à l'hôpital pour se faire dépister. Le cancer du sein se guérit. On ne meurt pas du cancer du sein, mais à une seule condition, c'est de se faire dépister plus tôt. Le cancer du sein est un problème de santé publique. Le dépistage se fait à partir de 18 ans. Plusieurs facteurs sont à la base de cette pathologie. Les pilules du lendemain, généralement, qui sont beaucoup commercialisées, les progestérone, les implants, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Alors, le nulipa, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant. L'arrêt précoce de l'allaitement maternel, avoir plusieurs enfants. Cela constitue alors un mode de survenue de ce cancer-là. Cette année, le dépistage se fera dans les communes de Cocody, Koumassi et Yopougon. La femme, c'est la vie. À travers l'ONG Ecomédia, nous voulons donc faire la sensibilisation afin qu'elle puisse, dès le départ, prendre les dispositions pour guérir ou bien pour éviter cette pathologie. La célébration officielle se déroulera les 22 et 23 octobre prochains.
Dans le Lodibois, un conseil municipal à Divo. Plusieurs décisions prises au cours de cette séance de travail. Tenez-vous bien, la rencontre décide de l'abattage des chiens errants dans la ville qui ont fait plusieurs victimes dans le département. Le budget triennal également adopté. Des détails avec Éric Goré. Les conseillers municipaux de Divo en pleine séance de travail. Une activité qui se déroule en présence du préfet de département de Divo. Ils sont en conseil municipal. À l'ordre du jour, le budget triennal, avec en priorité les actions au profit des populations. Cette rencontre trimestrielle qui permet à Amédée Kouakou d'avoir le point exact de la situation sur les entrées et les dépenses pour les réalisations dans plusieurs domaines scolaires et sanitaires. Nous nous sommes engagés pour les 3 ans qui viennent à travailler aussi bien dans le domaine du social, au niveau de l'école, continuer donc à apporter donc le bonheur aux populations de la commune de Divo. Ce conseil municipal retransmis en direct de la radio locale a été l'occasion pour Amédée Kouakou d'inviter les populations à se faire vacciner contre la Covid-19. Nous avons demandé à la population donc de se faire vacciner parce qu'effectivement la maladie à coronavirus existe. Vous voyez que le nombre de décès a augmenté. Les vaccins aujourd'hui sont disponibles. Le président de la République a fait des efforts donc pour acquérir beaucoup de vaccins pour les Ivoiriens. Pour terminer, le député maire de Divo ambitionne mettre en place une brigade spécialisée qui sera chargée d'abattre les chiens errants qui ont causé plus de 600 cas de rage dans la localité. Le préfet nous a rapporté que dans le département, il y a eu environ 600 morsures de chiens errants et 2 personnes sont décédées. Nous avons pris un arrêté donc, pour mettre en place un comité pour pouvoir donc, éliminer tous ces chiens errants. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui ont des chiens, qu'ils s'en occupent, mais il ne faut pas que les chiens se promènent comme ça dans la ville. Et la 5e édition du Salon international de la géomatique vient de prendre fin à Abidjan. Cette rencontre a réuni plusieurs participants, dont ceux venus de l'étranger. Un rendez-vous sur les enjeux de la géo-information dans la gestion des crises. Grâce Kando. Sécurité territoriale, alimentaire, gestion des crises sanitaires, modélisation du trafic urbain et contribution de la géo-information dans le contexte de l'enseignement virtuel. Entre autres sujets abordés au cours du 5e Salon international de la géomatique. 3 jours de travaux auxquels les participants internationaux ont pris une part active. La Côte d'Ivoire dispose de pas mal de potentialités humaines. Il était leader justement dans les domaines de la géoinformation. Alors j'ai eu aussi l'occasion de modérer une session et de présenter un certain nombre de travaux que nous avons donc menés dans le cadre à l'échelle africaine. Et donc c'était vraiment très enrichissant sur tous les plans. Je retiens que les nouvelles technologies, la géoinformation, la télédétection permettent la bonne décision. Donc il faut travailler sur la collecte, il faut travailler sur les données, sur les traitements des données pour arriver à des solutions, à des décisions au niveau des autorités publiques. Donc ça ne doit pas être un fait du hasard, ça doit plutôt être un processus. La 5e édition du Salon de la géomatique a réuni plus de 3000 participants issus de 15 pays, avec au menu plusieurs panels et conférences autour du thème « Apport des technologies de la géoinformation dans la gestion des crises ». Le bilan est vraiment satisfaisant parce que durant les 3 jours, nous avons été enchantés par des communications de haute valeur. À la suite de ça, les solutions seront mises à la disposition de tous les participants, et y compris ceux qui sont en quête de cette solution-là. Et ça, c'est compilé dans ce qu'on appelle le rapport scientifique et qui sera distribué à tous ceux qui voudront l'avoir. Le Salon international de la géomatique se tient tous les 2 ans. Rendez-vous est pris en 2023 pour la 6e édition. Et puisqu'on parle de technologie, African Digital Geek, les 7 startups du concours reçus par le ministre de l'économie numérique, ces jeunes innovateurs présentent leurs différents projets à Adam Roger et ils attendent un accompagnement pour la mise en œuvre. Marie-Ange Kouakou, Didier Nguessan. Des jeunes innovateurs ivoiriens proposent des solutions à des problèmes dans les secteurs allant de l'agriculture à la sécurité routière, en passant par la digitalisation de l'administration. Eux, ce sont les lauréats du concours African Digital Geek. Notre projet, d'abord, c'est un robot qui sera chargé d'aider les agriculteurs à semer
le riz. Grâce aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire et aussi de manière dynamique. Voilà, il y aura assez de capteurs à l'intérieur pour faire le parcours à la place de l'homme. Nous avons constaté que bon nombre d'accidents sont causés par les conduites en état d'ivresse. Donc notre intelligence artificielle est basée sur la reconnaissance faciale. Il se base sur l'état des yeux à l'aide d'une caméra, d'une webcam et effectue des prédictions qui nous permettent de savoir si la personne est fatiguée ou pas et déclenche automatiquement une alarme. Un mérite qui leur vaut d'être reçu par Roger Félix Adam, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les autres ont passé en revue leurs projets et l'impact pour la communauté. Le ministre s'engage à les accompagner. Des jeunes qui ont des idées, qui innovent, qui travaillent, qui ont vraiment des applications qui vont permettre de faciliter la vie des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment louable et on ne peut que les encourager. Il y aura un conseil technique qui va les accompagner au quotidien, en fait, tant que, dans la mesure du possible. Et puis aussi, c'est les mettre en relation et les supporter auprès des divers organismes. L'African Digital Geek est un concours panafricain qui vise à mettre en avant les startups ayant des solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle. La 27e édition de la tranche commune Entente, c'était en Côte d'Ivoire. L'événement a pris fin hier à Abidjan avec plusieurs décisions prises par les organisateurs. La 28e édition, ce sera au Bénin. Voilà ce qui ressort des activités qui ont marqué ce tirage de la TCE, des loteries nationales du Conseil de l'Entente. Cheikh Koné. L'édition 2021 de la tranche commune Entente à Abidjan, c'est fini. 4 jours de travaux, d'actions sociales et de visites ont meublé ces assises communautaires. Les experts des loteries nationales des 5 pays du Conseil de l'Entente ont formulé des recommandations en vue d'aider à la survie de cet outil de développement. Que représentent ces loteries? Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de franche collaboration qui ont toujours caractérisé les réunions des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente rendent un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement et au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux. Le partage d'expériences qui a meublé les échanges au cours de ces assises confirme la bonne collaboration des États membres du Conseil de l'Entente, s'est exprimé le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Cette édition de la tranche commune Entente offre encore une fois l'occasion de se réjouir de la parfaite synergie d'action qui existe entre toutes les loteries nationales du Conseil de l'Entente. La grande articulation de cette 27e édition reste le concours jeunes et entrepreneurs et femmes et activités génératrices de revenus, doté d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. La tranche commune Entente est une loterie communautaire annuelle créée en 1970 par les chefs d'État des 5 pays membres du Conseil de l'Entente en vue d'appuyer les politiques nationales de développement. Pour la prochaine édition en 2022, le Bénin a été désigné pays hôte. Et dans les îles de développement en marche à Sungassou, c'est un village de la commune de Dimbokro. La localité vient de bénéficier de plusieurs actions, dont 3 km de bitume. Les populations, cadres, élus ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Une grande mobilisation en présence de plusieurs membres du gouvernement. On le voit avec Eugène Atoubé. Sur la place publique de Sungassou, les témoignages de ce qu'était hier ce village dans la commune de Dimbokro et le visage qu'il présente aujourd'hui se succèdent sur le ton de la fierté. Tour à tour, le représentant des populations, le maire de la commune de Dimbokro, le maire de Bokanda, au nom de l'association des cadres engagés pour le développement du Grand Centre, le président du conseil régional du Nzi, Nguessan Kofi Lataï, le ministre Paulin Claude Dao, fils de Sungassou, tous unanimes associent ce développement qui s'accompagne du progrès des populations de ce village à un homme, le président de la République, Alassane Ouattara. Devoir de reconnaissance et expression de gratitude. On a reçu le bitume et on est heureux. Le développement n'a pas de couleur, n'a pas de parti politique. Et ce que le président de la République fait, c'est normal, c'est bien. On l'apprécie. La route est bitumée aujourd'hui à Sungassou. Les 3 villages qui suivent, je vais parler de Ibimoulossou, Djankoro, qu'on appelle aussi Akesemossou et Feteassou,
auront aussi leur part. Et nous tous, nous devons aider le président de la République à réaliser nos rêves. Dernier acquis de cette localité traversée par la nationale qui relie Dimokro à Bongouanou, le bitumage des voies d'entrée dans le village. 3 km de bitume au total revêtent les principales artères bordées de caniveaux, lesquels portent désormais un nom. Avec l'adressage de ces rues et ses nombreux bénéfices en termes d'infrastructures répondant aux besoins de ces populations dans tous les domaines du développement, Sungassou, selon Paulin-Claude Danho, apparaît comme l'exemple achevé de la vision du président Alassane Ouattara. Il a apporté ici l'eau, l'électricité, il a apporté des salles de classe, il a apporté surtout des voiries entièrement bitumées, il a apporté l'électricité. À travers le président Alassane Ouattara, le verbe est action. Il est au service du développement. Je viens de faire une tournée dans toutes les sous-préfectures. Et mes parents m'ont dit, on ne savait pas. Quand le Baoulé te dit que, et si ça sort, on ne savait pas. Ça veut dire qu'il a pris conscience que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon. Et donc, je suis convaincu que nos parents ont compris le message du président. C'est leur frère, il veut nous aider à sortir du sous-développement. Un gigantesque hommage régional doublé de la reconnaissance de Toulounzi au président de la République est en préparation. Nguessan Kofi Lataye a annoncé l'événement sur le temps consacré au sermon avec forte allusion au retour de l'enfant prodigue dans la Bible. Dans l'actualité politique ce soir, ces jeunes du FPI qui quittent le Front populaire ivoirien pour le RHDP, une cérémonie tenue à Yopougon pour leur adhésion officielle au rassemblement des oufouettistes. Ils entendent s'inscrire dans la vision de développement et de paix prônée. Ahmed Traoré, Astou Touré et Danyogo. Pour emprunter le train du développement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, ils ont décidé de rejoindre le RHDP. Eux, ce sont les jeunes militants du FPI de Pricro, résidant à Yopougon et le mouvement de la jeunesse du Grand Ouest pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Leur démarche s'explique par le changement qu'ils constatent dans leur environnement immédiat depuis 2011. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Nous voyons ce que le président a réalisé, nous voyons tout ce qu'il a réalisé au niveau social, au niveau culturel, au niveau développement de ce pays. Donc on ne peut pas rester là et le regarder tous les jours sans lui apporter notre soutien. Le travail abattu par le président Alassane Ouattara et ses actions de paix ont amené quand même les Ivoiriens à se rapprocher l'un vers l'autre. Pour nous, le moment est arrivé de venir au RHDP pour continuer à aider les Ivoiriens à plus se rapprocher, à plus s'aimer. Issoufou Koulibaly, coordonnateur associé du RHDP à Yopougon, voit d'un bon œil cette adhésion d'une 50aine de militants du FPI au RHDP. C'est un plaisir toujours d'avoir de nouveaux adhérents parce que cela démontre que les actions que le président de la République a posées depuis son association à la magistrature suprême pour développer le pays est bien perçu par l'ensemble des Ivoiriens. Comme on le dit, un parti politique qui avance, qui pose des actions, et quand ces actions sont appréciées, que le nombre grossit, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, ça veut dire que l'action du président est appréciée. Ces nouveaux militants du RHDP veulent prendre leur bâton de pèlerin pour convaincre les sceptiques à rejoindre le parti. Ce, pour mener le bateau ivoire vers l'émergence. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, le ministère de la refondation de l'État organise à Bamako jusqu'au 26 septembre une table ronde sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet de calendrier. Des assises nationales souhaitées par le gouvernement de transition. De nombreux partis politiques réclament plutôt le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain. Mécontents, ils ont tout simplement boycotté la rencontre. Et on en arrive à un rendez-vous immanquable dans le 20h tous les samedis, la page culture. Intéressons-nous d'abord au cinéma. Fin du Clap Ivoire International 2021. Un nom à retenir cette année. Djelika Mama Traoré, la réalisatrice malienne, remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Son film documentaire Ma Passion relate les difficultés des femmes artistes. Yannick Ifoumi, Issa Kionayo. Rideau sur Clap Ivoire 2021. La réalisatrice malienne Djelika Mama Traoré sortoie le Grand Prix Kodjo et Bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA avec son film documentaire intitulé Ma Passion. Un film qui relate le combat quotidien des femmes artistes
généralement confrontées à des obstacles qui poussent bon nombre d'entre elles à jeter l'éponge. Je suis très fière et très honorée parce que pour moi, c'était un devoir de développer ce thème qui est l'intégration des femmes dans le milieu artistique. Dans mon pays, dans l'Afrique, l'artiste n'est pas bien vu, surtout la femme artiste. Le Togolais Mathias Nusugnou remporte le prix UOMOA du meilleur film documentaire d'une valeur de 3 millions de francs CFA en réalisant L'assaut des vagues. Un triste constat des dégâts matériels et immatériels causés par l'érosion côtière. Le prix UOMOA du meilleur film de fiction est revenu à l'Ivoirienne Audrey Toboué-Lou d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son film Ncholo, l'histoire tragique d'une jeune fille donnée en mariage forcé qui finit par un suicide. La commission de l'UOMOA se félicite de la réussite de ce concours. Depuis le début, la commission a compris les enjeux et a accompagné en tout cas l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cette initiative en faveur de la jeunesse. Et nous voyons que ça porte des fruits. Au niveau de la commission, nous-mêmes, nous avons observé que CLAP Ivoire porte du fruit parce que les lauréats des différentes éditions ont connu du succès après le festival CLAP Ivoire. Au sorti de cette 21e édition du CLAP Ivoire international, la table ronde sur l'industrie du cinéma dans l'espace UOMOA recommande, entre autres, d'améliorer le cadre juridique, de favoriser la réouverture des salles de cinéma, ainsi que la création et l'accès aux fonds pour les acteurs du secteur, encourager l'acquisition et la diffusion des productions au plan local. Et nous retrouvons notre invité de la page culture ce soir, Lamine Stéphane Konaté, auteur de l'œuvre intitulée La biographie du petit Amadou. Et ici, le petit Amadou, c'est bien vous, Lamine. C'est exact. Sauf qu'il a changé de nom dans l'ouvrage. C'est juste un nom d'empreinte que j'ai pris. D'accord. Alors pourquoi revenir sur cette histoire de votre enfance, une enfance quand même difficile? En fait, revenir sur cette histoire, c'est parce que l'histoire m'a marqué. Lorsque parfois je regarde dans le rétroviseur d'où je viens et puis où je suis passé, où je suis arrivé, alors c'est ce qui m'a amené à transcrire ça quelque part pour pouvoir au moins garder dans l'histoire. Alors la question c'est tout de suite comment vous vous retrouvez à ne connaître ni papa ni maman et ne vivre qu'avec qui? Le grand-père. Effectivement, je ne suis pas le seul peut-être qui a vécu cette situation. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'enfants qui vivent cette situation. Mais à un moment donné, on se retrouve avec son grand-père dans un village à des milliers de kilomètres et passer toute son enfance sans s'en rendre compte qu'on avait son père quelque part ou sa mère quelque part. C'est qu'on a eu même. Et le petit Amadou ne pensait vraiment pas à savoir qui c'était ou c'était suffisant d'avoir le grand-père? Bon, parfois quand on est avec un grand-père, parfois c'est suffisant, surtout quand vous avez un grand-père qui s'occupait de vous au départ. Vraiment, bon, on ne pensait pas. Si on avait un père ou on avait un mère, parce qu'à un moment donné, on se trouvait on pensait que le grand-père était notre père en fait. Oui, d'accord. Alors on va regarder juste un résumé de votre ouvrage avec Franck Wadio et on se retrouve. Biographie du petit Amidou. Ces pages sont écrites pour parler d'une vie, celle d'un homme et celle de son parcours entre plusieurs continents. Lamine Stéphane Konaté interpelle et sensibilise. Son angle, la fuite des fils du continent vers un Eldorado virtuel. L'auteur est un self-made man qui aura su forger son parcours, mais comme lui, il y en a un dans 1 million, d'où l'importance de savoir tracer sa route comme il aura réussi à tracer la sienne. Petit Amidou, nom d'emprunt, est une œuvre qui parle à la société. La vie n'est pas facile. Voilà, comme l'auteur l'a dit, c'est difficile. L'expérience en Europe, mais très souvent quand on dit la vérité à nos frères et sœurs, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai fait l'Europe, j'avais mes papiers, mais j'ai dû travailler comme tout le monde. Fini les études, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour pouvoir servir le pays et partager mon expérience avec mes petits frères, mes petites sœurs. Une prise de conscience donc. Lamine Stéphane Konaté entend davantage explorer l'univers littéraire car l'auteur, qui a accumulé une somme d'expérience, n'en a pas fini avec la plume. Alors justement, dans
dans cet océan de difficultés que vous avez connu, quelle est la partie de l'histoire du petit Amidou qui vous a vraiment marqué? Bon, il y a plusieurs parties. Oui, éventuellement, oui. Mais la partie qui m'a beaucoup marqué, c'est à un moment donné passer au moins 2 jours sans manger et marcher de Treichville jusqu'à Bobo, cité universitaire, aller voir sa tante qui travaillait là-bas, qui lui remet 500 francs comme transport. Et en imaginant utiliser les 500 francs en transport, il va retourner produit. Donc du coup, il faut remarcher encore d'Abobo à Treichville en espérant garder les 500 francs pour manger garba pendant 5 jours. Alors, puisque vous parlez de marché, moi, ce qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est que tout petit, déjà, à l'école, c'est 12 km aller-retour à l'école. C'est exact. Et c'est sans imaginer ce qui peut constituer le déjeuner à midi, la banane. En fait, c'était quand même pénible. Oui, c'est pénible parce que c'est un souvenir que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui fréquentent dans des villages traversent ça. En son temps, dans notre village à Ndakwasikro, il n'y avait pas d'école primaire. Donc il fallait marcher 6 km pour venir à Bangakro matin et retourner à 17h. Et en son temps, on nous remettait 25 francs comme argent de poche avec des morceaux d'igname. À midi, il fallait aller préparer chez des tuteurs occasionnels qu'on devait toujours manger et puis bon, repartir encore à l'école. Alors, de là-bas au village jusqu'à Abidjan, on a senti dans tout l'ouvrage que vous avez été quasiment abandonné par tout le monde. Comment vous expliquez cela vous-même? Par vos proches notamment, vos parents? Bon, je ne peux pas dire abandonné. Vous savez, par le passé, bon, moi ne connaissais pas mon père. Je ne savais pas que mon père vivait en Europe. Il était à Grenoble et ma mère aussi, bon, était au pays ici, mais qui était remariée. Donc du coup, moi, j'ai passé tout le temps avec mon grand-père. Donc du coup, bon, avec l'amour du grand-père au départ, bon, je ne savais pas ce vide. Voilà, je ne pensais pas ce vide-là, en fait. Oui. Et avec grand-père, il y avait surtout votre compagnon de tous les jours, votre compagnon de route, Kwadio Kwasi. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Aujourd'hui, il est comme à moitié. Là même, présentement, je ne vis pas là, il est juste assis dehors. Parce que depuis, on s'est séparés, on s'est retrouvés, jusqu'à ce que je pars en Europe. Depuis que j'ai commencé à faire le pays, depuis 2009, chaque jour que j'arrive, il y a la même personne que j'appelle. Alors, l'étape de Bingerville, quand vous êtes arrivé dans cette ville, le petit Amadou dit que c'est la ville de tous les espoirs. C'est peut-être de là que la souffrance a pris fin? Oui, je peux dire ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, Bingerville reste, je peux dire, une ville que je ne pourrai jamais oublier jusqu'à la fin de ma vie. Parce que à un moment donné, Bingerville est devenu comme la ville d'espoir pour moi, surtout le quartier Blanchon. Donc du coup, pour moi, Bingerville reste mon village. D'accord. Alors quand vous retrouvez souvent à Bingerville, surtout au quartier Blanchon, vous étiez pratiquement devenu la star avec les tournois que vous organisiez? Bon, pas star, mais bon, le fait, vous imaginez un enfant qui quitte à Treichville, qui se retrouve à Bingerville, dans une autre ville, et puis bon, il essaie de s'adapter avec les jeunes du quartier, jusqu'à ce qu'il ouvre une cabine téléphonique. Jusqu'à présent, la cabine encore dans la cour du gendarme. Alors, très bien. La cabine bleue. Donc du coup, presque tous les jeunes du quartier venaient passer le temps avec moi. Donc aujourd'hui, même là, demain matin, il se pourrait que j'aille à Bingerville rencontrer des amis que j'ai laissés. Alors, le petit Amidou, aujourd'hui, a grandi, il s'en sort plutôt bien. Il en veut à des gens qui l'ont lâché hier? Honnêtement, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. J'ai appris quelque chose dans tous ces parcours, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et il ne faut jamais, jamais en vouloir à quelqu'un. Parce que en cherchant à vouloir à quelqu'un, ça peut vous nuire vous-même. Donc du coup, parfois tu te dis, bon, ça fait partie de ton parcours, de ton destin. Donc du coup, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la leçon qu'on doit retenir d'un tel ouvrage, d'un tel parcours difficile, d'une enfance aussi compliquée? Oui, je peux dire que c'est une leçon qu'on doit retenir. Et surtout, vous imaginez quand vous traversez des moments difficiles et vous vous retrouvez dans un quartier comme Treichville et vous devenez un enfant de Treichville et vous avez des personnes qui vous inspirent à Treichville.
Par exemple, j'ai 2 ans que je leur tire mon chapeau aujourd'hui qui sont comme mes exemples. Malheureusement, on ne pourra pas citer tout le monde. Voilà, oui. C'est juste les 2, M. Diarra Oumar et M. Dambélé Sedou Dakota, qui aujourd'hui, ce sont des exemples pour moi en fait. Aujourd'hui, je m'inspire de leur vie parce qu'eux aussi... Et vous aussi, vous êtes un exemple de persévérance. Bon, à travers tout ce que vous avez vécu dans cet ouvrage qu'on a lu, qu'on souhaite également que tout le monde lise. Lamine Stéphane Konaté, en tout cas, merci d'être passé sur ce plateau, l'invité de la page culture, avec votre ouvrage qui est intitulé « La biographie du petit Hamidou ». Et à partir de cette histoire du petit Hamidou, le sage nous apprend justement que l'homme qui est tombé dans la boue n'a plus peur de la poussière. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Dieu le voulant. On se retrouve demain.